Bonsoir à tous, nous allons commencer dans un instant ce webinaire sur la psychologie des investisseurs sur le marché des changes. Est-ce que le son et l'image sont bons? Est-ce que tout le monde m'entend? Apparemment c'est bon. Bonsoir Bernard, bonsoir Panthère, bonsoir Guest. Tout est ok. Donc je suis Théophile Gustin, je travaille donc pour FXCM, donc au service relations clientèle. Ce soir nous allons parler de psychologie des investisseurs sur le marché des changes, plus particulièrement des différents biais psychologiques qui viennent vous impacter ou qui viendront vous impacter dans votre trading. Avant de commencer, un petit avertissement: négocier sur marge sur le marché des changes des devises ou via des produits CFD comportent un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Vous devez être conscient des risques associés au marché des changes et aux produits CFD et consulter un conseiller financier indépendant si vous avez quelques doutes que ce soit. Toutes opinions, informations de marché, notes de recherche, analyses, prix et autres notifications ont pour seul et unique but de commenter l'évolution du marché des changes et ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement. FXCM ne pourra en aucun cas être tenu responsable de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Et donc ce soir nous allons d'abord aborder tous les aspects théoriques des biais psychologiques et plus globalement de la psychologie des investisseurs sur le marché des changes. On verra ce que sont les heuristiques. Ensuite, donc on fera un petit tour des principaux biais dont souffrent les investisseurs, donc l'aversion aux pertes, le biais d'auto-attribution, l'effet de disposition. Et pour conclure, donc je répondrai aux différentes questions qui se posent et nous aurons l'occasion d'échanger. Première partie, donc les heuristiques. Une heuristique, qu'est-ce que c'est? Les individus qui interviennent sur le marché des changes se basent sur leurs propres connaissances et prennent des décisions erronées. En fait, ce sont des raisonnements simplistes. Les traders individuels ont tendance à se contenter de ces raisonnements qui sont simplistes et ne remettent en cause leur stratégie qu'en cas de lourdes pertes. On a plusieurs types d'heuristiques. La première, c'est l'heuristique affective. Donc, les individus prennent des décisions, donc plus globalement les traders prennent des décisions à partir d'images mentales associées à des affects soit positifs, soit négatifs. En fait, les bénéfices procurés par les éléments ressentis de façon positive sont estimés plus élevés que ceux perçus comme négatifs. Globalement, sur les marchés, on va constater ce phénomène à travers les sociétés associées aux vices, par exemple l'alcool, les jeux, le tabac, on pourrait citer aussi la pornographie. Ces sociétés surperforment statistiquement le marché car elles sont perçues négativement et donc moins négociées. Sur le marché des changes, en fait, vous allez peut-être vous retrouver dans ce que je vais vous dire. Le trader particulier va avoir son intérêt et va avoir tendance à négocier une parité plutôt qu'une autre en fonction des performances passées. Si vous avez eu une performance positive par le passé sur l'euro-dollar, vous allez avoir tendance à trader l'euro-dollar plutôt qu'une autre paire. Moi je me souviens d'un été où j'ai beaucoup tradé l'euro NZD, donc l'euro-dollar néo-zélandais, et où j'ai enchaîné pas mal de trades gagnants et où j'ai fait une belle performance. Et j'étais plutôt enclin à trader cette paire là, en fait, ce qui m'a causé du tort par la suite. Deuxième heuristique importante, c'est l'heuristique de représentativité et de disponibilité. En fait, l'heuristique de représentativité, c'est un schéma mental qui pousse les investisseurs, qui pousse le trader, qui vous pousse à généraliser une observation faite sur un échantillon réduit. En fait, c'est une estimation biaisée de la probabilité d'occurrence d'un événement en fonction de ce que vous avez pu voir par le passé, en fonction des éléments observés ou vécus. En pratique,
vous allez préjuger des performances passées pour estimer les performances futures. Dans la vie de tous les jours, c'est vrai que quand on est témoin d'un accident, quand on voit un accident sur le bord de la route, on a tendance à ralentir en estimant finalement la probabilité d'avoir un accident plus élevée que ce qu'elle n'est réellement. Vous le voyez tout le temps, hein, quand vous êtes dans un bouchon et que tout le monde ralentit et tout le monde passe tout doucement à côté d'un accident ou après roule moins vite, c'est exactement ça, c'est l'heuristique de représentativité. La troisième, c'est l'heuristique de conservatisme ou de confirmation. Ça, c'est une dissonance cognitive de la perception de l'information reçue. En fait, vous avez tendance à occulter une information qui va venir à l'inverse de celle que vous détenez ou de votre opinion. A l'inverse, vous allez surévaluer une information qui va venir confirmer votre opinion ou qui va venir confirmer votre position. La principale conséquence, c'est que vous n'ajustez pas vos positions en cas d'occurrence d'une information nouvelle qui vient à votre rencontre. Donc en pratique, quand vous êtes sur une position, sur une parité X, vous n'allez pas clôturer immédiatement votre trade si celui-ci affiche une performance négative, car l'information que vous recevez ici, la baisse de la parité ou la perte que vous êtes en train de subir, vient à l'encontre de votre critère de sélection initial, puisque vous escomptiez un gain. En fait, quand les probabilités sont données, on a tendance à surpondérer, donc à surestimer les événements improbables. A l'inverse, on a tendance, quand on a connaissance des probabilités, on a tendance à sous-estimer la probabilité d'occurrence d'un événement rare. Ça, c'était pour la partie heuristique. Donc pour vous expliquer les différents petits raisonnements erronés qu'on peut avoir tant dans la vie de tous les jours que lorsqu'on trade. De toute façon, ici on parle de psychologie. La psychologie, ça s'applique aussi bien au trading qu'à d'autres domaines. Maintenant, on va voir l'aversion aux pertes. L'aversion aux pertes, finalement, c'est la peur. On va passer à la slide suivante. L'aversion aux pertes, c'est un concept qui a été étudié longuement par Kahneman et Tversky. Kahneman, pour information, c'est un des économistes, enfin, c'est le spécialiste de la psychologie des individus, des agents économiques. C'est un des 10 économistes les plus influents au monde. Eux, en fait, Kahneman et Tversky, à travers leur étude, ils vous montrent qu'une perte est perçue de manière bien plus douloureuse qu'un gain du même ordre. Pour faire simple, perdre 100 €, ça va vous faire vibrer, ça va susciter chez vous 2 fois plus d'émotions que d'en gagner 100. Eux, ils ont mené une petite étude où ils ont posé deux questions très simples. Alors, on vous propose 50% de chance de gagner 1000 € ou 500 € à coup sûr. Dans 84% des cas, vous choisissez la deuxième option. Donc vous choisissez de gagner 500 € plutôt que d'avoir une chance sur deux de gagner 1000 €. Donc vous prenez 500 € tout de suite alors que vous avez une chance sur deux de gagner 1000 €. On va voir après l'explication détaillée. La deuxième possibilité, on vous offre 50% de probabilité de perdre 1000 €, donc une chance sur deux de perdre 1000 €, ou une perte de 500 € tout de suite. Pour 70% d'entre vous, enfin 70% des personnes sondées dans l'étude de Kahneman et Tversky, optent pour la première solution. En fait, c'est très simple. Ici, quand vous êtes en situation de gain, vous avez tendance à vous comporter de manière beaucoup plus prudente. En revanche, quand vous êtes en situation de perte, vous avez tendance à prendre plus de risques. Les traders sont plus prudents quand ils gagnent que quand ils perdent, parce que justement, ils ont peur de perdre. Vous préférez avoir moins de chance, vous préférez prendre une perte, vous préférez avoir une chance sur deux d'avoir une perte de 1000 € plutôt que de couper à 500 € tout de suite. Quand vous êtes en perte, vous prenez davantage de risques pour recouvrer votre perte et retourner en gain. Par contre, quand vous êtes en gain, vous réduisez le risque pour sécuriser vos gains et adopter un comportement plus conservateur. On le verra après dans la suite de la présentation, mais le trader est statistiquement enclin à vendre l'actif qu'il détient 2 fois plus vite en situation de gain qu'en situation de perte. Là, il y a une erreur ici.
Et donc ça rejoint ce que je vous disais, la douleur ressentie en situation de perte est supérieure au sentiment de satisfaction que provoque un gain. Perdre, une perte provoque 2 fois plus d'émotions qu'un gain du même ordre. En 2011, il y a un analyste américain qui s'appelle David Rodriguez qui a réalisé une étude qui s'appelle Caractéristiques des traders à succès. Cette étude, elle rejoint complètement la théorie des perspectives, donc on vient de voir, de Kahneman et de Tversky. En fait, les traders, lorsqu'ils prennent position sur le marché des changes, ça on le voit dans l'étude, ont raison sur la direction que va prendre l'actif entre 50 et 70% du temps. Donc, si on regarde ici donc ce petit histogramme, on s'aperçoit qu'à peu près en moyenne, vous avez raison un peu plus de 60% du temps sur la direction que va prendre un actif. Simplement, nous on s'aperçoit, et c'est une statistique qu'on est obligé de publier aux États-Unis, qu'on n'a que 30 à 40% des clients qui sont gagnants. Quand on s'intéresse au pourquoi, simplement vous regardez ici en rouge vous avez la perte moyenne sur chaque parité, donc ici sur l'euro-dollar, ici sur GBP-Yen, et le gain moyen. La perte moyenne est 2 fois supérieure au gain moyen, c'est-à-dire, c'est ce que je vous disais juste avant, vous avez tendance à clôturer vos gains 2 fois plus rapidement que vos pertes. Vous clôturez une position gagnante 2 fois plus rapidement qu'une position perdante. La perte moyenne est 2 fois supérieure au gain moyen. Même si vous avez raison 6 fois sur 10 sur la direction que va prendre l'actif que vous tradez, si vous n'avez pas un bon money management, fondamentalement, vous ne pouvez pas gagner. La deuxième chose, c'est l'effet de disposition. L'effet de disposition, il a été étudié et défini de différentes manières. Chez Freeney Statham en 85, les individus gardent en portefeuille les titres perdants plus longtemps en attendant un retour à la moyenne et revendent leurs titres gagnants trop rapidement. En 98, un monsieur qui s'appelle Terence Odean a étudié le comportement de traders particuliers à travers 10 000 comptes boursiers et un peu plus de 97 843 transactions. C'était au début du trading en ligne, juste avant les années 2000. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a comparé le prix moyen d'achat des titres au prix de vente pour déterminer si un gain ou une perte a été réalisé sur les opérations qu'il analyse. Les titres qui n'ont pas été revendus permettent de déterminer la performance globale du portefeuille de chaque investisseur. En fait, il calcule 2 ratios, le PGR, donc c'est la proportion de gains réalisés, et le PLR, qui est la proportion de pertes réalisées. Donc lui, il obtient les résultats suivants. Pour l'ensemble de ces tests, donc si on a le PLR et le PGR, proportion de pertes réalisées 9,8%, proportion de gains réalisés 14,8%, différence de 50%. Donc en fait on observe une propension, une tendance beaucoup plus forte des investisseurs à réaliser leurs gains plutôt que leurs pertes. Si on divise la proportion de pertes réalisées par la proportion de gains réalisés, on obtient un rapport de 1,51. Ce qui signifie tout simplement qu'une position gagnante a 50% de chances de plus d'être clôturée qu'une position perdante. C'est simplement qu'en fait, on l'a vu avant et on va voir après en détail pourquoi on fait ça, pourquoi vous faites ça, pourquoi les investisseurs sur le marché des changes se comportent comme ça. C'est l'aversion aux pertes et une forte espérance de l'investisseur au retour à la moyenne ou au retour au prix d'entrée. Là, dans ce petit tableau, en fait, Odean nous montre aussi que, lui, il compare les rentabilités en accès comparées à l'indice CRSP, qui est un étalon, qui est un indice représentatif du marché américain, des titres gagnants vendus et des titres perdants gagnés. On voit que sur 84 jours, donc ici, dans la colonne ici, l'excès de rentabilité des positions clôturées est supérieur de 1,06% aux positions perdantes conservées. En fait, ça traduit tout simplement une sous-performance des positions conservées. Ça veut dire que vous gardez les positions perdantes et vous clôturez rapidement les positions gagnantes. Le troisième biais psychologique majeur dont souffrent les investisseurs, les agents économiques, les personnes qui investissent sur les marchés, c'est le biais d'auto-attribution.
l'auto-attribution, le biais d'auto-attribution ou d'autocomplaisance, en fait, c'est un biais qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. On a tendance à attribuer ses échecs à des causes externes et ses réussites à des causes internes. Miller et Ross en 1975 vous donne une définition. Les investisseurs imputent généralement leurs pertes à des causes externes telles que l'action des autres, les mouvements de marché ou la malchance. A l'inverse, ils attribueront leurs gains aux fruits de leur analyse et de leur jugement. Ce biais, comme je vous disais, on le retrouve dans la vie de tous les jours. Un étudiant qui a une mauvaise note à un examen, par exemple, il va attribuer cette mauvaise note, dans la plupart des cas, à la sévérité du correcteur ou au sujet qui était hors programme ou à d'autres facteurs. En revanche, s'il a une bonne note, il s'attribuera la réussite à son travail et il dira qu'il est bon, qu'il est fort, etc. Alors, le biais d'attribution, il a été étudié également par Daniel, Hirschleifer et Subranayam. Les mouvements de prix, eux, ils expliquent les mouvements de prix et la volatilité des marchés par le biais d'auto-attribution et d'excès de confiance. En fait, les individus vont avoir tendance à surréagir à l'information que eux détiennent, l'information privée qu'ils détiennent, car ils y accordent une importance trop forte. Principalement, ça provoque des mouvements de prix qui sont décorrélés des fondamentaux économiques et de l'information disponible, jusqu'à ce que finalement le prix vienne s'ajuster grâce à la publication de l'information publique, par exemple une statistique pour le Forex ou la publication des résultats pour une entreprise, etc. Par exemple, ça peut être l'effet de rumeur. Voilà. Donc l'auto-attribution, c'est directement lié à ce phénomène de surconfiance. Si l'information publique est contraire à l'information détenue par l'investisseur, détenue par le trader particulier, il va la négliger. En revanche, si elle va dans son sens, il va la recevoir volontiers et ça va venir accentuer ce phénomène de surconfiance puisque l'investisseur s'attribuera le succès de son analyse. Plus simplement, vous tradez le Forex chez FXCM, vous avez pris une position vendeuse sur l'euro-dollar et sur des FX, tous les analystes s'accordent à dire qu'il fallait être plutôt à l'achat. Vous n'allez pas écouter ça. Vous allez avoir tendance à occulter l'information que vous recevez ici. En revanche, si les analyses publiées sur le site et que tous les analystes de l'équipe d'EliFX vont dans le même sens que vous, là vous allez ressentir un sentiment d'autosatisfaction assez fort. C'est très humain, c'est très humain. L'excès de confiance, il a été étudié par Svensson en 81. Lui, son étude, elle s'appelait Sommes-nous tous moins risqués et plus compétents que les autres conducteurs. Lui, il étudie l'opinion que les individus ont d'eux-mêmes. En fait, il en vient à la conclusion que la plupart des individus se considèrent comme meilleurs conducteurs que la moyenne sans aucune raison objective. L'excès de confiance, en fait, ça vous amène à surestimer, ça amène les investisseurs à surestimer leur rôle dans les événements favorables qu'ils connaissent. C'est finalement le biais d'auto-attribution, enfin c'est de l'autocomplaisance. Voilà. L'excès de confiance, il a été étudié aussi par Terence Odean, toujours dans l'étude sur 10 000 comptes boursiers, sur un peu plus de 100 000 transactions. Lui, il a tenté de mesurer, encore une fois, la différence de rentabilité entre les titres vendus et les titres achetés par les investisseurs particuliers de l'échantillon qu'il a analysé. En fait, les investisseurs particuliers qui faisaient partie de l'échantillon analysé par Terence Odean, ils ont sous-performé le marché. Simplement, l'explication, c'est qu'il y a eu un échange de titres excessifs et des ajustements de portefeuille trop fréquents. Ce que je vous disais, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. L'excès de confiance vous amène à réaliser des ajustements sur votre portefeuille de façon trop fréquente. La volatilité sur les marchés s'explique par un excès de confiance des investisseurs. En pratique, le biais d'auto-attribution, donc ça c'est une petite étude sortie de mon travail de fin d'études de ma thèse, réalisée sur un échantillon pour vérifier justement ce biais.
on a deux situations. La situation A, Monsieur A trade sur le marché des changes de façon régulière. Il anticipe un rebond de la parité euro-dollar sur un support de moyen terme au taux par exemple de 1,2245. Il se positionne à l'achat pour un montant de 1 lot ou 100K, ça dépend de la plateforme sur laquelle vous êtes chez FXCM. Malheureusement, le support est cassé, on observe une continuation baissière et ce monsieur clôture sa position avec une perte de 500 euros. Donc là, on vous propose deux alternatives. Vous pensez que le marché a réagi de façon imprévisible, ou vous pensez que Monsieur A a pris la mauvaise décision. On verra ensuite les résultats, mais on va passer d'abord à la situation B. Monsieur B trade sur le marché des changes de façon régulière, comme Monsieur A. Il anticipe un rebond de la parité, donc même chose, il anticipe un rebond sur un support de moyen terme. Il se positionne à l'achat, sauf que lui, il clôture sa position avec un gain de 500 euros. Là, on vous propose deux alternatives. Le marché a évolué en sa faveur ou Monsieur B a su anticiper le mouvement grâce à son analyse. Les résultats du petit sondage, sur 180 sondés qui ont répondu à la situation A, donc la situation de perte, 137 l'attribuent à des causes externes et 54 à des causes internes. Donc 71% des personnes attribuent la perte à une cause externe. Dans la situation B, vous avez donc une situation de gain, 179 personnes qui attribuent cette réussite à des causes internes et seulement 32 qui l'attribuent à des causes externes. Là, en fait, dans cette étude, on peut penser que les personnes interrogées s'identifient, puisque là, la question a été posée à des investisseurs particuliers qui traitent sur le Forex. Les individus se sont identifiés plus ou moins à Monsieur A et Monsieur B. Et on voit très bien que les investisseurs particuliers ont tendance, enfin l'humain de façon plus générale a tendance à attribuer la raison de ses pertes à des facteurs externes et la raison de ses gains à des facteurs internes, ou sa réussite à des facteurs internes. En fait, pour conclure, les investisseurs sont influencés psychologiquement dans les décisions qu'ils prennent sur les marchés. On a vu les heuristiques. Ils se basent sur leurs propres connaissances et sur l'information dont ils disposent pour prendre des décisions qui s'avèrent erronées. L'effet de disposition. Ils se contentent de raisonnements simplistes, heuristiques, et ne remettent en cause que leur stratégie qu'en cas de lourde perte. La profitabilité du trader sur le marché d'échange, et je suis sûr que ça pourrait s'appliquer au marché action ou au marché obligataire ou même au marché dérivé, elle est impactée surtout par l'aversion aux pertes. On dit qu'il y a deux choses en fait, il y a la peur et l'avidité. Quand vous êtes en perte, vous ne voulez pas clôturer votre position, parce que clôturer votre position, c'est admettre que vous avez eu tort. Et inconsciemment, ça fait mal. Donc vous avez tendance à laisser courir vos pertes. En revanche, quand vous êtes en gain, il y a un sentiment d'autosatisfaction qui s'installe, et ça, vous voulez le sécuriser. Alors vous avez tendance à clôturer vos gains super rapidement. Ça, c'est directement lié à la peur. Directement. En fait, on pourrait dire que le trader particulier ne peut pas gagner sur le marché d'échange, ou plus généralement sur les marchés, sans avoir connaissance de ces biais, des biais qui l'affectent. Enfin, 70% du trade, c'est de la psychologie. 50 à 70% du trade. Votre pire ennemi lorsque vous tradez, c'est vous-même. C'est pas le marché, c'est pas le courtier, c'est pas Bernanke, c'est pas Mario Draghi. C'est vous-même. On l'a vu, les investisseurs, en tout cas sur l'étude qui a été faite par David Rodriguez en 2011, ont raison entre 50 et 70% du temps sur la direction que va prendre un actif. Simplement, la plupart d'entre eux perdent en raison d'un problème de money management et d'un problème de gestion émotionnelle du trade. Voilà. Je vous propose qu'on passe aux questions, si vous en avez. Et puis, s'il y a des choses aussi en particulier dont vous voulez discuter, n'hésitez pas.
Voilà, pourquoi pas, qui me dit c'est ultra intéressant, mais il faudra aller moins vite pour que l'on assimile bien les choses. Enfin, c'est pour cela qu'il y a le replay. Je suis peut-être allé un petit peu vite. Enfin, je ne pense pas. Ceci dit, effectivement, vous retrouverez l'enregistrement dans la salle de training en live. Le webinaire là que je viens de faire, c'est le deuxième du genre. Il y en a un qui avait été fait il y a 2 semaines. Vous pourrez le retrouver dans la session, dans la salle de training en live également. Bonjour Raphaël, on m'a dit que tu n'étais plus chez FXM, pourtant tu assures. Alors c'est pas Raphaël, je me suis présenté au début du webinaire, moi c'est Théophile Gustin. J'ai travaillé avec Raphaël et effectivement je vous confirme qu'il n'est plus des nôtres. Pourquoi pas, me dit, j'espère que ceux qui suivent comprennent bien l'importance de ce live, c'est même la première chose à savoir avant tout. Ouais, quand vous tradez, en fait, l'investisseur particulier, enfin quand on commence à trader, et je suis passé par là aussi, on a tendance à se focaliser sur un taux de réussite. On veut une stratégie avec 90% de taux de réussite, avec un taux de réussite élevé. En fait, on néglige 2 choses. On néglige d'une part le facteur psychologique et d'autre part le money management. Avant de se concentrer sur un taux de réussite, il faut se concentrer sur le money management. Vous pouvez avoir une stratégie avec 90% de taux de réussite. Si vous avez un mauvais money management, une perte moyenne qui est 10 fois supérieure au gain moyen, vous ne pourrez pas gagner sur le marché. C'est pas possible. Pour revenir sur le facteur psychologique, effectivement c'est bien de chercher une stratégie, c'est bien d'essayer de comprendre le fonctionnement du marché en démo, mais le facteur psychologique, vous le travaillez uniquement en réel. On dit qu'il y a un coût d'apprentissage quand on arrive sur le marché. Quoi qu'il arrive, vous pourrez avoir passé autant de temps que vous voulez en démonstration, vous ne serez jamais vraiment préparé psychologiquement au trading en réel, parce que trader en réel, c'est investir son propre argent. Et ça se travaille au fur et à mesure. Quand vous commencez à trader en réel, vous en apprenez sur vous-même tous les jours, et vous en apprenez aussi sur le marché. Et c'est ça qui est super intéressant, qui est super enrichissant. Le Dom me dit pourquoi on coupe pas notre trade dès qu'on attaque notre capital. Là en fait c'est une question de money management, c'est ce que je disais, il faut impérativement avoir un gain moyen qui soit supérieur à la perte moyenne. Commentaire de Guest qui me dit d'accord, mais on peut comprendre qu'un trader qui possède un compte à 2000 € ne tradera pas de la même façon que celui qui a un compte à 20 000, parce que la marge, sécurité et levier n'auront rien à voir dans les 2 cas. On peut attendre avec 20 000 € plus facilement que celui qui en a 2000. Bah ça dépend en fait, ça dépend de votre approche. Après tout est une histoire de proportion. Trader avec un effet de levier de 10 avec un capital de 2000, c'est la même chose que trader avec un effet de levier de 10 avec un capital de 20 000. C'est sûr que si vous laissez traîner des positions en perte, c'est plus facile de les tenir avec un compte à 20 000 qu'un compte à 2000. Dans tous les cas, que vous ayez 20 000, 100 000, 500 000 € ou même 200 €, il y a une chose essentielle, c'est que la perte, il faut l'accepter. On laisse pas courir ses pertes, et par contre on laisse courir ses gains. Je sais que c'est difficile à faire, mais c'est là le principal biais, et je pense que si vous avez regardé le webinaire, vous ne pourrez pas me contredire. En résumé, que fait un bon trader? Garde ses positions gagnantes et coupe ses pertes rapidement. Alors, j'ai pas... Couper ses pertes rapidement, c'est pas le mot. Ça sert à rien de mettre un stop à 5 ou 6 points. Vous allez le toucher à coup sûr. Ce qu'il faut, c'est optimiser le ratio entre votre perte moyenne et votre gain moyen. Si vous mettez un stop à 40-50 points pour laisser respirer votre position, il faut viser au minimum 40-50 points. Dans l'idéal, il faut viser 2 fois votre perte potentielle. Donc avant tout, le bon trader, c'est un trader qui a un bon money management et qui s'y tient. Eric qui dit merci Théophile, bonne soirée à DailyFX, bonne soirée Eric. Commentaire de Zorik qui me dit merci beaucoup pour ce passionnant webinaire. Avez-vous des références, livres, articles permettant de développer ce sujet? Vous avez évoqué votre thèse, elle est publiée, merci encore. Ma thèse elle n'est pas publiée. Il y a pas mal de bouquins sur la psychologie, quoi qu'il y en a qui sont pas assez, qui sont pas très fournis.
Si vous voulez lire quelque chose de super intéressant, allez lire Kahneman et Tversky. C'est en anglais, c'est super intéressant. Sinon, envoyez-moi un mail, je vous enverrai une bibliographie détaillée. Mon adresse affiche sur l'écran, tgustin, tgustin, @fxm.fr. Je vous enverrai la bibliographie de tout ce que j'ai lu sur le sujet quand j'ai rédigé mon travail de fin d'études. Comment éliminer la crainte et décider de couper la perte? Il n'y a pas de solution miracle, il faut trader. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le mental, ça s'acquiert. C'est comme quand vous faites du sport, hein, vous faites du jogging, vous commencez, vous allez courir un quart d'heure. Vous arrêtez parce que vous avez mal, parce que vous vous dites je vais jamais y arriver. Finalement, petit à petit, vous apercevez que vous savez courir une demi-heure, puis une heure. Ça se travaille en réel. Commentaire de guest, 1000 fois d'accord Théophile, j'ai mis du temps à comprendre le concept de money management. Et grâce à tout Encheiron, Nico, que je salue, j'ai fini par comprendre. Je lui transmettrai le message, il est juste à côté de moi, je pense que ça lui fera plaisir. Commentaire de Marc91, couper ses gains avant que ça se retourne, c'est bien aussi. Difficile à réaliser, souvent en pratique non. En fait là vous êtes typiquement dans ce que j'ai expliqué, c'est l'auto-attribution, vous voulez clôturer vos gains rapidement alors que vous allez prendre des pertes qui sont bien supérieures ou laisser traîner des positions en perte. Si vous travaillez comme ça, fondamentalement il y a un moment où ça va pas aller. La base avant de commencer, c'est le money management. La psychologie, ça se travaille après quand vous tradez. Il faut tenir un journal de trading, essayer d'apprendre de vos erreurs et vous vous améliorerez petit à petit. C'est comme tout, il faut du travail et de la rigueur, il n'y a pas autre chose. Commentaire de Bernard, je traite depuis 98, vous oubliez une chose à mon sens, c'est la santé mentale. À savoir son état psychologique quand on trade, état physique, soucis, engueulade avec sa femme. Mais c'est complètement vrai, si vous n'êtes pas dans de bonnes dispositions, il faut pas aller sur la plateforme. Si vous avez un souci, si vous êtes malade, que sais-je, il faut pas trader. Il faut absolument trader quand vous êtes dans de bonnes dispositions psychologiques. C'est évident. Cristobal me demande quels sont les outils pour améliorer son état psychologique. Là je suis pas psychologue, mais son état psychologique en règle générale ou dans le trading, il faut être... comme je vous disais, le mental ça se travaille, c'est comme quand vous faites du sport. Après il faut être bien dans ses pompes. Faites du sport, apprenez à trader, vous mettez pas trop la pression. Quand vous n'êtes pas bien, n'allez pas sur la plateforme. Tenez un journal de trading, apprenez de vos erreurs. Essayez vraiment d'analyser ce que vous faites. Alors, un invité toujours qui me dit où peut-on retrouver cette VOD? Sur la même page, la page où vous êtes, en dessous elle sera enregistrée, vous la retrouverez demain dans les sessions live passées. Pourquoi pas, me dit, pour avoir un stop à 40 points, travailler sur quelle échelle de temps et surtout en gérant bien les risques, la position risque d'être bien petite. Stop à 40 points, vous pouvez le mettre sur du 1 heure. L'idéal c'est de travailler sur des unités de temps longues. C'est moins stressant que l'intraday, c'est moins prise de tête et surtout vous avez beaucoup moins de faux signaux, vous avez des graphiques beaucoup plus propres. 40 points c'est rien du tout si vous en visez 100. Après il faut vous dire que faut pas risquer plus de 2% de votre capital sur un trade. Je sais qu'il y a l'effet de levier sur le forex, c'est tentant, hein, mais le forex c'est pas du casino, hein, vous êtes sur les marchés. Zori qui me dit merci beaucoup, je vous écrirai avec plaisir. Agent Cisco, bonsoir Théophile, peut-on retrouver ce webinaire en replay? Moi je l'ai dit à 5 minutes, je pense que j'avais pas publié votre question. Juste en dessous de la vidéo, hein, là dans les sessions live passées. Un invité qui dit le trader privé de Benoît Fernandez Rio, excellent pour la psycho. J'ai pas lu ce livre, à vrai dire je sais même pas ce que ça vaut. Panthère 666 qui dit merci aussi de ma part, je vous en prie.
Le problème quand je laisse courir mes gains, dès que je peux mettre un stop à 0, je me fais souvent sortir à 0. Il vaut mieux être sorti à 0 qu'encaisser une perte. C'est déjà pas mal d'arriver à mettre votre stop à 0. Comment réfléchir si je ne sais pas penser? Ça, c'est une grande question. Ah, il y a des commentaires pour Bernard qui avait commenté un peu plus haut. Je vais les publier. Un invité qui dit il faut rester froid, un tueur à gage. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Un invité qui me dit je suis dans un sale état psychologique, j'ai de gros soucis, me déconseillez-vous de trader? Absolument. Bonsoir toute l'équipe d'EliFX et merci de votre site. Je viens de faire une formation Ishimoku avec Karen, que du bonheur, je la recommande à tous ceux. Okay. Un invité qui dit le trading est un combat, en face il y a un autre trader qui prend des positions inverses, c'est le principe même du marché Forex. Ouais, c'est un peu simpliste comme schéma, mais c'est pas vraiment le cas en fait. Hein. Sur un marché où il y a 3000, enfin quasiment 5000 milliards de dollars échangés chaque jour, vous vous battez pas contre quelqu'un en face. Votre pire ennemi c'est vous-même. Le trading est un combat, ok, mais votre pire ennemi c'est vous-même. Canadien, je me répète sûrement, mais à quand le webinaire sur la taxation et le plus important, les moins-values et leurs calculs? Je sais, je suis casse-pied. J'en sais rien, mais c'est une bonne idée si on pouvait faire un webinaire sur la fiscalité. Après, c'est un peu délicat parce qu'en France, actuellement, il y a un vide juridique autour de l'imposition du Forex. Et quand vous demandez une réponse, enfin, on vous recommande de demander une réponse à votre centre des impôts, enfin de leur poser la question, tout du moins, s'ils sont capables de vous apporter une réponse. Parce que la réponse va varier d'un centre des impôts à l'autre. Moi j'ai entendu tout, hein. J'ai des clients qui m'ont dit maman on m'a dit de déclarer en BNC, quelqu'un d'autre qui m'a dit moi on m'a dit de déclarer ça en plus ou moins value, l'autre qui m'a dit on m'a dit de déclarer ça en telle catégorie, ça rentre dans l'assiette de l'impôt sur le revenu. Bon, je verrai si on peut faire un webinaire sur le sujet, c'est vrai que ça peut être intéressant. Commentaire d'un invité, cela fait un an que je suis sur le Forex et j'ai encaissé 6000 € environ de pertes, mais j'ai réussi à trouver la clé. Pour moi, c'est la patience pour pas rentrer n'importe quand et n'importe comment. Ouais, c'est vrai, c'est ce que je disais lors du dernier webinaire, c'est que vous avez une plateforme de trading, vous vous dites allez, il faut que je trade le soir ou je trade le lundi parce que je travaille pas le lundi. Alors vous vous mettez sur la plateforme et même s'il n'y a pas d'opportunité, comme vous vous êtes dit il faut que je trade, vous tradez et en fait quand vous regardez après, vous apercevez que vous avez pris position au milieu de nulle part. Et que vous avez pris des trades qui n'ont finalement aucun sens. C'est vrai, il faut juste être patient, attendre la bonne opportunité. En fait, un bon trader, c'est un opportuniste. Agent Cisco qui nous dit sur des paires à force spread, exemple ONZD, si le stop à 0 est atteint, quand pouvons-nous augmenter le stop afin de passer le stop à 2 puis à stop 2 puis stop 4 tous les 20 pips d'avance, 40 pips d'avance, désolé si ce n'est pas très clair. Ouais, là en fait vous voulez mettre un stop suiveur. Définir un nombre de pips c'est délicat parce que ça dépend de la volatilité à ce moment-là, ça dépend de comment se comporte le marché. Ce qu'il faut c'est relever votre stop au fur et à mesure en surveillant les replis, les supports, les résistances qui sont cassées ou qui ne sont pas franchies. Il n'y a que comme ça que vous vous en sortirez. Le trading est un combat, en face il y a un autre trader qui prend des positions inverses, donc ça c'est le commentaire de tout à l'heure. C'est le principe même du marché Forex, acheteur et vendeur, il faut savoir distinguer acteurs officiels et acteurs privés. Toutes les prises de position ne sont pas prises en compte dans le calcul du prix. Je vous remercie pour la petite leçon sur le marché d'échange. En fait, vous avez 8 types d'intervenants sur le marché d'échange. Vous avez les banques commerciales, vous avez les fonds d'investissement, les particuliers, vous avez les entreprises qui doivent se couvrir, les banques centrales, si je ne l'ai pas dit,
les banques centrales dont le but est d'apporter un soutien à l'économie, les investisseurs particuliers qui spéculent, les entreprises qui veulent se couvrir, les hedge funds qui spéculent et qui n'ont pas la même information que les traders particuliers. Donc en fait, n'êtes pas en face de quelqu'un, vous êtes sur un marché où 80% des échanges se font en OTC, donc de gré à gré, principalement entre banques. Vous êtes sur un marché où la liquidité elle est énorme. Vous êtes sur un marché où tous les types d'intervenants ont des objectifs différents, une information différente, des méthodes d'investissement différentes. Vous êtes sur un marché où vous pouvez avoir 200 crosses, 200 paires de devises différentes. Il n'y a pas quelqu'un qui se bat en face de vous. Le trading est un combat, je suis d'accord, mais votre pire ennemi c'est vous-même. Le pire ennemi c'est pas le hedge fund ou c'est pas la banque centrale qui a décidé de baisser ses taux ou que sais-je. C'est vraiment vous. J'ai mis du temps à le comprendre, j'ai essayé plein de méthodes de trading, moi ça fait 7 ans que je trade et voilà, j'en suis arrivé à la conclusion et c'est ce que je constate à travers tout ce que j'ai pu voir, c'est que vous pouvez pas vous en sortir si vous n'avez pas un bon money management, si vous ne tenez pas au plan, si vous tradez sur des unités de temps courtes, trop courtes. Le scalping par essence, moi j'ai jamais vu un scalper gagner. Hein. Celui qui fait du scalping et qui gagne, il m'envoie un mail tout de suite avec son relevé et puis on regarde ça ensemble. Hein. Mais celui qui fait du scalping et qui gagne sur le long terme, je lui dis chapeau parce que j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Prendre un ou deux pips de gain et prendre des stops supérieurs, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. C'est trop difficile à gérer émotionnellement. Il fut un temps où j'ai testé plein de robots scalpers avec plein de méthodes. Même un robot de trading en scalping, ça marche pas sur le long terme. Peut-être que vous allez avoir 6 mois de résultats positifs, mais après je suis quasiment certain que vous allez perdre. La seule façon de gagner en faisant du très court terme sur le marché d'échange ou même sur d'autres marchés, c'est le high frequency trading. C'est opéré par les banques ou les hedge funds qui investissent plusieurs millions dans de la recherche et du développement, dans des salles informatisées, dans des serveurs qui sont situés géographiquement le plus proche possible des places sur lesquelles ils tradent. Et eux en fait ils scalpent le carnet d'ordre à la pictoseconde, donc c'est 10 puissance moins 12, ou alors ils arbitrent les différentes places boursières. Par exemple une place boursière conventionnelle comme NYSE Euronext avec une place boursière alternative, Turquoise ou KX. Mais faire du scalping avec des indicateurs ou autres sur le marché d'échange, ça peut pas marcher. En institutionnel, ils vont peut-être réussir à prendre 1 ou 2 points parce que ils ont une information à laquelle vous n'avez pas accès. Ils ont accès au flux de prix, ils ont des tuyaux par leur courtier qui sait que tel hedge fund est acheteur de 2 milliards à tel prix ou telle banque, tel trader de telle banque est vendeur à tel niveau. Mais en tant que particulier, oubliez le très court terme. Alors, c'est quoi un acteur officiel? L'acteur officiel, ça va être une banque centrale, le gouvernement, je sais pas, la Fed, la BCE, le ministère de l'économie. Voilà. Tu as regardé Gmax en scalping? Je vous l'ai dit, je regarde pas le scalping. Pourquoi ne peut-on pas mettre un stop collé au prix? On a un stop avec une distance minimum obligatoire. Cela peut nous coûter très cher. La restriction sur les stops, ça s'applique au CFD, pas aux devises chez FXCM. Chez FXCM, vous pouvez mettre le stop, il n'y a pas de restriction tant que c'est en dehors du spread. Après, si vous le mettez, si vous rentrez sur le bid et que vous mettez votre stop sur l'ASK, effectivement, vous allez sortir tout de suite de votre position. Bien, écoutez, je pense qu'on va arrêter ici pour ce soir. Je serais ravi de discuter avec vous si vous le voulez par téléphone ou par mail. Hein. Mon mail est affiché sur l'écran. tgustin, tgustin, @fxm.fr. Pour ceux qui veulent plus d'infos, qui veulent discuter de leur trade ou même d'autres choses, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me passer un coup de fil. Donc le numéro de téléphone d'FXCM c'est 0800 90 95 44. 0800 90 95 44. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et à très bientôt.